Merci infiniment de votre accueil, chers frères. C'est vraiment une très grande joie de pouvoir rencontrer aujourd'hui les étudiants et les jeunes professionnels du groupe Mission. C'est aussi évidemment une joie difficile à assumer puisque tout ce qui a de la valeur a du prix et en l'occurrence ce privilège que vous m'accordez a un coût élevé. Je suis très impressionné de parler ici dans le couvent des frères prêcheurs qui font profession de ce métier de la parole et de la transmission. Et donc, je vais essayer d'être autant que je pourrai à la hauteur de ce lieu et de la vocation de ceux qui y vivent, en partageant avec vous une réflexion ce soir sur la question de la liberté dont, frère, vous parliez à l'instant, cette question de notre liberté dans le contexte particulier du monde dans lequel nous vivons, de ce monde marqué par les médias qui occupent notre environnement quotidien. Et le sujet de la soirée, tel qu'il m'a été confié, est donc le suivant: comment penser par soi-même dans le monde des médias? Comment penser par soi-même dans le monde des médias? Alors, en prenant cette question, je me suis d'abord concentré sur ce qu'elle avait d'étonnant. Comme vous le savez, Aristote nous dit que le propre du philosophe est de s'étonner, et nous sommes tous appelés à la philosophie, et donc nous sommes tous appelés à nous étonner de ce que les choses peuvent avoir de surprenant. Et cette question a quelque chose d'étonnant. En l'occurrence, elle concède une formulation, celle du monde des médias, qui semble déterminer comme monde des médias le monde dans lequel nous vivons. Or, il y a là quelque chose de surprenant dans la mesure où il y a toujours eu des médias. Les hommes et les constructions humaines, les civilisations humaines ont toujours été marquées par l'existence de médias sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire de canaux de communication, de moyens d'information. Et partout où les hommes ont laissé des traces de leur travail et de leur existence collective, ils ont laissé des traces de ces constructions littéralement médiatiques, c'est-à-dire de la structuration de ces relais de communication, de ces moyens de communiquer qui font partie de notre expérience collective. L'homme, dit aussi Aristote, est par nature un animal politique, c'est-à-dire un être qui vit en cité, un être qui construit des cités, un être qui vit dans des communautés humaines, et ces communautés humaines supposent qu'existe quelque chose de commun et que nous mettions quelque chose en commun, et le moyen de partager quelque chose qui nous soit commun, c'est précisément ce que nous appelons un médium et ce qui s'appelle des médias. Alors pourquoi faudrait-il caractériser notre monde comme étant le monde des médias? Et pourquoi faudrait-il affirmer qu'une question particulière se pose à l'heure des médias? Une question qui concernerait notre pensée personnelle à l'heure des médias. Pourquoi avons-nous le sentiment de vivre dans un monde marqué de façon spécifique par l'influence des médias? Eh bien, c'est parce que ce monde est marqué, me semble-t-il, par une inflation médiatique, c'est-à-dire par une augmentation exponentielle de l'activité de communication. Le travail de la communication est devenu d'ailleurs un travail à soi seul. On communique et on en fait profession, et la communication est devenue un secteur d'activité à part entière. L'économie contemporaine est d'ailleurs la première à avoir développé comme un secteur d'activité autonome le secteur de la publicité, comme un secteur d'activité à part entière. Et donc la communication devient une fonction spécifique et une fonction de plus en plus importante, et peut-être nous paraît-elle un peu invasive, une fonction en tous les cas de plus en plus décisive de la société dans laquelle nous vivons, qui est marquée par cette explosion des canaux de communication, par cette multiplication des canaux de communication, par ce développement de l'activité que nous consacrons, chacun d'entre nous d'ailleurs, à communiquer. Nous sommes de façon de plus en plus marqués, beaucoup plus marqués que nos prédécesseurs, des consommateurs d'informations, des consommateurs de communication, et nous sommes aussi, reconnaissons-le, chacun d'entre nous, individuellement, de façon de plus en plus marquée, des producteurs de communication, des producteurs de contenu, des producteurs de transmission qui saturent notre vie quotidienne. Lorsque je lisais il y a quelques jours une petite étude sur les vacances des adolescents, lorsque les adolescents doivent évaluer un lieu de vacances, eh bien, ils l'évaluent à partir d'un critère fondamental, c'est-à-dire est-ce que ce lieu de vacances est facilement instagrammable, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir faire de belles photographies à publier sur un réseau social pour rendre jaloux tous mes amis, de manière à communiquer sur ce que je fais. Au fond, avec ces petits outils que beaucoup d'entre vous, et certainement d'ailleurs la quasi-totalité d'entre nous, avons dans nos poches, nous sommes tous des producteurs de communication, et la fonction de communication est d'une certaine manière entrée dans nos vies d'une façon beaucoup plus marquée qu'elle ne l'était dans celle de nos aînés. C'est peut-être de ce point de vue-là que nous pouvons dire que nous vivons
à l'heure des médias, c'est-à-dire à l'heure de cette explosion des canaux de communication, à l'heure de cette inflation communicationnelle tout à fait singulière. Et c'est d'ailleurs un problème en soi. En tous les cas, cela pose des problèmes qui sont en soi nouveaux, que nous puissions tous communiquer, que nous communiquions tous, que nous puissions tous, par exemple, publier. Évidemment, les hommes ont toujours eu leurs opinions et leurs idées, mais c'est peut-être la première fois dans l'histoire, semble-t-il, que tous les hommes peuvent publier leurs opinions, c'est-à-dire les rendre publiques sur des canaux de communication qui permettent à n'importe qui de publier n'importe quoi. C'est un problème nouveau, c'est un problème politique nouveau, par exemple. Dans une note de bas de page assez amusante des principes de la philosophie du droit, Hegel disait que ce qui sauvegarde nos constructions politiques, ce qui sauve la qualité du débat public, c'est que le papier coûte de l'argent. Et comme le papier coûte de l'argent, dit Hegel, parce que le papier coûte de l'argent, par définition, on n'imprime pas n'importe quoi. Parce qu'on imprime quelque chose quand celui qui a le désir de publier une opinion a une autorité pour le faire. On imprime quelque chose quand on pense qu'il y aura un public pour écouter celui qui veut publier quelque chose. On imprime un propos, on imprime un avis, on imprime un sentiment lorsqu'on a le sentiment qu'on a quelque chose à partager qui en vaut vraiment la peine. Si n'importe qui pouvait publier n'importe quoi, n'importe quand, eh bien, nos constructions politiques seraient immédiatement en danger et la qualité du débat public serait immédiatement effondrée. Si n'importe qui pouvait publier n'importe quoi, n'importe quand, eh bien, la qualité du débat démocratique, notamment, serait évidemment menacée. Et ce que Hegel redoutait s'est produit. Le papier ne coûte plus rien, ou plus exactement, nous n'avons plus besoin de papier pour publier quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire une affaire médiatique exceptionnelle d'un tweet publié par un anonyme qui va défrayer la chronique pendant plusieurs jours et tout le monde s'y intéresse. Alors même que cet anonyme, qui avait peut-être des opinions complètement farfelues, les aurait déjà eues il y a 50 ans de cela, mais n'aurait jamais pu les publier et donc n'aurait jamais pu littéralement faire l'actualité. Vous avez peut-être vu, ça m'a beaucoup frappé, prenons un exemple très récent, la situation tout à fait affligeante de ce débat, de cette polémique ridicule autour de la jeune fille qui a été choisie pour incarner Jeanne d'Arc à l'occasion des fêtes joanniques. Cette jeune fille est métisse et certains se sont émus qu'une jeune fille métisse puisse incarner Jeanne d'Arc à l'occasion des fêtes joanniques. Elle a pourtant été choisie en suivant un processus qui est immémorial et qui inclut d'ailleurs l'Église, puisqu'il faut que cette jeune fille soit catholique, pratiquante, et qu'elle incarne dans sa vie aussi ce que Sainte Jeanne d'Arc a incarné comme modèle de vertu. Et cette jeune fille a été retenue en suivant ces règles. Elle est catholique, pratiquante, elle est attachée à ce que Jeanne d'Arc représente, et le choix de cette jeune fille ne suscite absolument aucune espèce de difficulté fondamentale. Mais voilà, trois olibrieux ont considéré que cette jeune fille, étant métisse, ne pouvait pas incarner Jeanne d'Arc. Bon. Sans doute, il y a 50 ans, les mêmes trois olibrieux auraient existé tout autant. Mais maintenant, ils ont Twitter. Alors ils ont publié sur Twitter qu'ils trouvaient que c'était une honte que cette jeune fille soit choisie. Et pendant une semaine, on n'a parlé que de ça sur les réseaux sociaux, on n'a parlé que de ça dans les chaînes d'information en continu. On a vu des ministres s'indigner de ce que ces trois olibrius avaient pu publier. On a vu, à l'inverse, d'autres personnes s'indigner de ce que des ministres puissent parler, de ce que certains publiaient, comme si la liberté d'expression était menacée. Toute cette polémique n'a littéralement aucune espèce de signification. Mais elle existe parce que n'importe qui peut publier, et en l'occurrence, peut publier à peu près n'importe quoi. Et au fond, vous voyez bien que ce qui fait le caractère propre du monde dans lequel nous vivons, de cette heure des médias ou de ce monde des médias que nous traversons ensemble, c'est que la communication devient à elle-même son propre sujet. De quoi parle-t-on ? On parle de ce qui habite le monde médiatique, on parle de ce qui existe sur ces nouveaux médias, et ces médias deviennent en tant que tels le sujet de nos préoccupations. Au fond, tout se passe comme si la communication tournait en rond autour d'elle-même et comme si elle devenait d'une certaine manière son propre objet. Nous vivons donc d'une certaine façon dans le monde des médias parce que nous vivons dans cette explosion de la communication, dans cette inflation médiatique. Au fond, nous vivons dans l'explosion, dans l'inflation de l'usage de la parole. C'est l'usage du langage qui est en jeu dans ce qu'on peut appeler le monde des médias. C'est l'usage de la communication, c'est l'usage de ces supports de signification que sont les langages, la langue évidemment, mais aussi la langue des images, tout ce qui vient d'une certaine manière servir à transmettre un contenu de signification. Tout cela remplit une place de plus en plus importante dans la société que nous vivons.
Alors, ce qui est intéressant, ça n'est pas d'en rester au constat, mais peut-être d'essayer de voir un peu plus loin pour comprendre que la situation que nous vivons, au fond, n'a rien de nouveau et qu'elle a déjà été vécue dans l'histoire humaine avec d'autres contextes, avec d'autres manières, d'autres modalités, et sans doute pas avec les mêmes techniques ou les mêmes technologies, mais au fond, avec les mêmes pathologies. Cette situation d'inflation communicationnelle, d'explosion dans l'usage du langage, d'explosion dérégulée dans l'usage de la communication, cette situation a déjà été vécue. Et pour ma part, je trouve un point de comparaison très frappant entre l'époque que nous vivons et l'époque d'une autre crise, qui d'ailleurs concerne de très près notre civilisation, qui est la crise qui a traversé le monde grec au IVe siècle avant Jésus-Christ, et sur laquelle je voudrais revenir brièvement. Ne vous laissez pas impressionner, peut-être cette situation ne vous sera pas très familière, mais on peut essayer de la décrire à grands traits et vous verrez qu'elle ressemble de très près à la situation dans laquelle nous vivons. La Grèce antique s'était structurée autour de l'idée d'une unité profonde du langage et de la réalité. L'idée que le langage dit le réel, l'idée que le langage dit l'être lui-même, et qu'il n'y a pas de distance possible entre l'ordre du discours et l'ordre de l'être. C'est cette confiance magnifique de la conscience grecque dans l'unité du logos, c'est-à-dire du langage et de la pensée rationnelle avec l'être, que l'on retrouve par exemple sous la plume, sous le stylet d'un penseur présocratique qui précède l'apparition de la philosophie, qui précède Socrate, qui s'appelle Parménide. De Parménide, nous n'avons gardé que les fragments d'un poème qui s'appelait « De la nature ». Et dans ce poème, Parménide nous entraîne dans une sorte d'aventure, une aventure par laquelle il rencontre une déesse. Cette déesse, c'est la déesse de la justice, c'est-à-dire la déesse qui dit ce qui est juste, ce qu'il est juste de faire, ce qu'il est juste de dire. Et la déesse de la justice dit cela au poète. Elle fixe cette règle à la parole du poète. Elle lui dit « l'être est et le non-être n'est pas ». C'est-à-dire les choses qui sont, sont, et les choses qui ne sont pas, ne sont pas. Et c'est aussi simple que cela d'une certaine manière. Et ceci doit fixer une limite au discours. L'être est et le non-être n'est pas. Alors, dit la déesse, de l'être, tu ne diras pas qu'il n'est pas, et du non-être, tu ne diras pas qu'il est. Au fond, tout se passe comme si le langage devait se modeler sur le réel. Tout se passe comme si le langage devait trouver une limite fondamentale, une borne, et c'est ainsi que la déesse l'appelle. C'est une borne pour le langage que l'on appelle l'être, que l'on appelle le réel. Se modeler sur le réel, c'est ce qui fait la valeur même du langage. Se modeler sur l'être, c'est ce qui fait la signification du logos. Au fond, il y a une unité très profonde entre la pensée et l'être, entre le langage et l'être. C'est la même chose, dit la déesse Diké dans le poème de Parménide. C'est la même chose que l'être et la pensée qui dit l'être. C'est la même chose que l'être et la pensée qui dit « ceci est ». Et les Grecs étaient convaincus de l'unité profonde du langage et de l'être au point qu'ils avaient sans doute le défaut de croire que leur langage était le seul langage possible. Et que celui qui ne parlait pas leur langage, en fait, ne parlait pas du tout. Que celui qui ne maîtrisait pas le langage tel qu'il le parlait, ne maîtrisait pas du tout le langage, la pensée, ni la pensée de l'être lui-même. C'est tout le sens du mot barbare. Vous voyez, les Grecs appelaient barbare celui qui ne parle pas leur langue. Parce que celui qui ne parle pas notre langue, celui qui ne maîtrise pas le logos, eh bien, il annonce des syllabes incompréhensibles, il bégaie, il produit des borborigmes, et c'est à partir de ces borborigmes que le mot barbaros est formé. Vous voyez, le barbare, c'est celui qui ne sait pas articuler deux mots. La civilisation consiste à maîtriser la langue et surtout à connaître le bon usage de la langue, la règle d'usage de la langue qui colle l'usage de la langue à ce qu'est la réalité elle-même. Et ce sont au fond les mêmes lois qui enchaînent l'être et qui enchaînent le langage. Les règles de la logique sont les règles de l'être lui-même, de la réalité elle-même. Évidemment, il y a une forme de naïveté dans cette perspective
parménidienne, une naïveté qui nous étonne parce que le sentiment qu'au fond tout langage dit toujours l'être, que tout être correspond toujours à ce qu'en dit le langage, cela nous paraît être une forme de confusion frappante. Et nous avons le sentiment qu'il y avait dans cette unité supposée du langage et de l'être une confiance peut-être excessive. Et c'est cette confiance excessive qui va voler en éclats soudain, avec une découverte surprenante, une découverte étonnante que les Grecs font au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ils découvrent soudainement qu'en fait, le langage peut très bien ne pas avoir de limites. Et qu'en réalité, ces règles qui semblaient s'imposer à la langue, elles peuvent très bien être défiées. Que le langage peut très bien dire non pas seulement ce qui est, mais aussi ce qui n'est pas. Et qu'avec le langage, au fond, on peut faire advenir, on peut faire exister, on peut donner une apparence d'être, finalement, à n'importe quoi. Cette découverte étonnante, cette fascination nouvelle, qui est, on le verra, l'occasion d'une crise immense, elle va être illustrée par une école de pensée, par une pratique du langage, dont nous avons conservé la mémoire à travers la sophistique. Les sophistes, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les sophistes, ce sont ces enseignants qui, en Grèce, se font fort d'illustrer une nouvelle maîtrise de la langue. Une maîtrise de la langue qui n'est plus du tout corrélée à ces règles étroites dans lesquelles Parménide voulait fixer le bon usage de la langue. L'être est, le non-être n'est pas, de l'être tu ne diras pas qu'il n'est pas, du non-être tu ne diras pas qu'il est. Les sophistes disent c'est beaucoup plus passionnant que cela. Le langage peut dire n'importe quoi. Le langage peut transformer n'importe quelle réalité dans son contraire. Avec le langage, ce qui est petit peut apparaître grand, et ce qui est grand peut apparaître petit. Ce qui est égal peut apparaître inégal, et ce qui est inégal peut apparaître égal. Ce qui est beau peut apparaître laid, et ce qui est laid peut apparaître beau. Ce qui est juste peut apparaître injuste, et ce qui est injuste peut apparaître juste. C'est juste une question de maîtrise du langage. Reprenez cette question de la justice, elle est fondamentale pour les sophistes. Si vous êtes accusé et qu'on vous reproche quelque chose, et que vous avez commis un acte qui vient à être jugé devant le tribunal des Athéniens, le sophiste vient vous dire, à condition que vous le payiez très cher, il est prêt à vous sortir de la situation pénible dans laquelle vous vous êtes placé, en faisant la démonstration que ce que vous avez fait était en fait parfaitement juste. Rien pour le sophiste, rien n'est en soi juste ou injuste. C'est une question de maîtrise du langage. C'est une question d'usage des mots. Si je veux qu'une chose paraisse juste, il faut que je déploie les arguments adéquats, et alors elle paraîtra juste. Si je veux qu'une chose paraisse injuste, il suffit que je déploie les arguments adéquats, et alors la même chose paraîtra injuste. Et les sophistes passent leur temps à s'entraîner à cette nouvelle maîtrise du langage, à cette nouvelle pratique du langage. Ils passent leur temps à s'exercer à ce nouveau rapport aux mots. Et ils passent leur temps à enseigner à ceux qui veulent partager leur savoir ce nouveau rapport aux mots, avec encore une fois un critère évidemment tout à fait particulier et tout à fait nouveau. Puisqu'il ne s'agit plus pour les sophistes d'ajuster leur langage à une vérité qui la précéderait. Puisqu'il ne s'agit plus pour les sophistes de s'ajuster à cette vérité, à ce réel qu'il faudrait décrire, alors le nouvel usage de la langue est déterminé par un seul et unique critère. C'est celui de l'intérêt, de votre intérêt. Si vous êtes accusé et que vous allez passer en procès, je ne m'intéresse pas à la justice dans l'absolu de ce que vous avez fait, mais je me demande simplement quel est votre intérêt. Et je vais servir non pas la vérité, mais je vais servir l'intérêt de mon client. Et évidemment, ce faisant, puisqu'il est question d'intérêt, je vais servir bien sûr mon propre intérêt. Et ce qui motivera le sophiste à défendre un client plutôt qu'un autre, à démontrer une thèse plutôt qu'une autre, c'est le fait qu'il va gagner de l'argent en défendant une thèse plutôt qu'une autre, en défendant un client plutôt qu'un autre. On le voit dans l'Hippias de Platon, par exemple, il y a un personnage qui incarne le sophiste et qui s'appelle Hippias et qui est décrit par Platon comme un espèce de benet satisfait. Vous voyez, il va de ville en ville pour prodiguer son enseignement et il est persuadé d'être extrêmement intelligent parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Et la clé du bon usage de la langue, c'est sa rentabilité, c'est son efficacité, c'est son caractère
performative dans la capacité à changer l'opinion de ceux que vous avez en face de vous. Je peux vous faire gagner n'importe quel procès, dit le sophiste. Je peux vous faire gagner n'importe quelle campagne électorale. Je peux vous faire remporter n'importe quel marché. C'est une affaire d'éléments de langage. Et oui, nous vivons de façon très frappante, je le crois profondément, dans un monde marqué par le retour de la sophistique, par l'industrialisation de l'usage de la langue, déterminée par cet unique critère qui est celui de l'efficacité. Il y a des agences qui sont consacrées à produire des éléments de langage, à faire du wording, à mettre en mots votre défense dans n'importe quelle situation, et qui viendront à votre rescousse, non pas parce que vous êtes dans votre droit ou que votre cause est juste, mais parce que vous allez les payer très cher. Et vous allez les payer très cher pour essayer de montrer que la chose, quelle qu'elle soit, que vous voulez faire ou que vous avez faite, est juste, quelle qu'elle soit. Rien n'est juste ou injuste dans l'absolu. C'est totalement dépassé comme conviction. Tout est affaire de maîtrise de la langue. Et c'est la raison pour laquelle, d'un seul coup, vous voyez, le langage est libéré, et c'est la raison pour laquelle, d'un seul coup, le monde grec du IVe siècle, comme le nôtre aujourd'hui, bascule dans une explosion de l'usage de la langue. C'est ça qui caractérise d'abord la sophistique. Puisque le langage peut tout dire, et même ce qui n'existe pas, eh bien, il n'y a plus de limite à l'usage de la langue. On peut parler indéfiniment, on peut parler de tout, et même, bien sûr, et même surtout de ce qui n'a jamais eu lieu, de ce qui n'existe pas, de ce qui n'a pas été. Et on peut s'entraîner et s'exercer et se passionner avec une ivresse exaltée pour cette toute-puissance de la langue. Il reste des chaises devant, si certains veulent s'avancer, surtout n'hésitez pas. Pour cette toute-puissance de la langue qui peut réussir à faire advenir n'importe quel objet avec une impression de vraisemblance. C'est à cela que les sophistes s'exercent en permanence. C'est d'ailleurs très amusant, ils nous ont livré leurs propres entraînements dans leurs écoles de communication, dans les écoles de sophistique. Ce sont des exercices, vraiment, ce sont d'une certaine manière des cas d'école, où on s'exerce à démontrer les thèses les plus difficiles, les plus ardues, les plus compliquées, les plus improbables, pour montrer et pour se prouver à soi-même combien le langage est tout-puissant. C'est ce que fait par exemple Gorgias dans l'un des rares textes qu'on a conservés de la littérature sophistique. Gorgias est un sophiste connu, on le connaît également par Platon. Et Gorgias se lance dans un exercice qui est très difficile pour un grec. Il va faire la défense d'Hélène. Hélène, vous savez, c'est celle dont l'inconséquence a déclenché la guerre de Troie. Donc pour les Grecs, il y a peu d'étourderie qui soit plus coupable que celle d'Hélène. Elle s'est laissée séduire par son ravisseur, et en se laissant séduire, elle a causé la plus grande catastrophe, le plus grand désastre dont le monde grec ait gardé la trace, et qui devient le désastre de référence d'une certaine manière, la guerre de Troie. Donc Hélène est vraiment celle qui porte sur elle le poids de cette catastrophe et la culpabilité qui l'accompagne. Et Gorgias dit, voilà, je vais faire exercice de sophistique, la preuve qu'Hélène est innocente. Pourquoi Hélène est innocente? Parce qu'elle s'est laissée séduire par son ravisseur. Elle s'est laissée séduire par le langage qu'il lui tenait. Et le langage est un maître puissant, dit Gorgias. Sous les dehors les plus ténus, il peut transformer tout ce qu'il veut. Le langage est un grand Dieu. Comment résister à un Dieu? Hélène ne pouvait pas résister à la toute-puissance du langage. Et donc Hélène est évidemment innocente. Et il faut réhabiliter Hélène. Il faut montrer qu'elle n'est pas coupable. Il faut montrer qu'elle n'est pas coupable puisque le langage est tout-puissant. Oui, c'est une sorte de jeu d'esprit parce que, au fond, ce dont Gorgias se sert, c'est de son propre postulat. Je veux prouver que le langage est tout-puissant et je le prouve en affirmant que le langage est tout-puissant. Et c'est parce que le langage est tout-puissant qu'Hélène n'est pas coupable. Et parce que vous êtes certain maintenant qu'Hélène est innocente, vous voyez bien que le langage est tout-puissant. Parce que vous la jugiez comme la pire des irresponsables et maintenant vous savez qu'elle n'est coupable de rien. Il faut faire l'éloge d'Hélène. Il faut montrer qu'Hélène n'est coupable de rien. Et quand on aura réussi à prouver qu'Hélène n'est coupable de rien, on aura réussi à prouver ce dont on avait besoin pour faire cette démonstration, à savoir que le langage peut tout. Ce qui paraissait le plus injuste, le langage peut montrer qu'en fait, il est juste. Ce qui paraissait le plus petit, on peut montrer que par le langage, qu'il devient en fait le plus grand. Tout est une question de point de vue, tout est une question de jeu de langage. Ce que le relativisme contemporain appelle des jeux de langage, c'est ce qu'on retrouve déjà dans l'expérience de la sophistique, expérience fascinée pour la toute-puissance de la parole, expérience, vous le voyez, enthousiaste pour la toute-puissance du langage. Le langage devient un dieu. Le langage n'a plus de limites.
Mais le grand paradoxe, c'est que c'est quand le langage est tout puissant qu'il devient totalement impuissant. Quand le langage n'a plus de limites, le langage n'a plus d'efficacité non plus. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui encore. Et c'est exactement ce qu'ont vécu déjà les Grecs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Dans cette inflation du langage, dans cette explosion du langage, d'un seul coup, le langage n'a plus aucun sens. Puisque quand on peut tout dire, on peut dire n'importe quoi. Et quand on dit n'importe quoi, en fait, on ne peut plus rien croire. En fait, on ne peut plus rien dire. Le langage n'a plus de signification. Et plus rien, au fond, n'a de sens. Vous voyez, quand le langage est partout, finalement, il n'est nulle part. Quand le langage peut tout, finalement, il ne peut plus rien. Si le langage est sans limite, il est aussi sans pouvoir. Et c'est très paradoxal, au fond, parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, nous aussi, une forme de crise du langage au moment même de sa toute-puissance, au moment même de son omniprésence. Les médias sont partout, et les médias sont, d'une certaine manière, totalement démunis de toute espèce de substance, de substantialité, de toute espèce de crédit. Et nous avons collectivement le sentiment de vivre une véritable crise médiatique, une véritable crise des médias. Le point commun entre cette crise du logos vécue par les Grecs au IVe siècle, cette rupture de la belle confiance des Grecs dans l'unité de la pensée et de l'être, et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être précisément ce qu'on peut appeler, en effet, le relativisme que j'évoquais à l'instant. On en trouve la trace déjà dans la manière dont Platon parle des sophistes, la manière dont il les présente, et dont il présente l'un des plus grands parmi eux, qui s'appelle Protagoras. Dans le Théétète, Platon nous parle longuement de la doctrine de Protagoras, qui s'exprime de la manière suivante: l'homme est la mesure de toute chose, vous connaissez sans doute cette citation, l'homme est la mesure de toute chose, dit Protagoras, de celles qui sont en tant qu'elles sont, de celles qui ne sont pas, en tant qu'elles ne sont pas. Au fond, ce que dit Protagoras, c'est que, pour chacun, le savoir est la sensation. C'est-à-dire, la connaissance du monde est égale à ce que vous sentez du monde, à ce que vous percevez du monde, à la manière dont vous pressentez le monde qui vous entoure. L'homme est la mesure de toute chose. Ce n'est pas une profession d'humanisme comme on le dit trop souvent, c'est au contraire une profession d'individualisme radical. Un individualisme de la connaissance qui est en fait l'autre définition du relativisme. Chacun est la mesure de toute chose. Il n'y a pas de conscience supérieure à chacune de nos consciences et qui pourrait arbitrer entre nos diverses opinions, entre nos convictions, entre nos représentations du monde. Ce qui est juste pour toi, c'est ce que tu crois être juste. Ce qui est beau pour toi, c'est ce que tu crois être beau. Ce qui est vrai pour toi, c'est ce que tu penses être vrai. Pour chacun est savoir ce qu'il sent de la réalité. La science, c'est la même chose que la sensation. Eh bien, cet individualisme de la connaissance, vous le voyez bien, il libère toutes les potentialités du langage, mais en même temps, il détruit le langage de l'intérieur. Et pour une raison très simple. C'est que si chacun est la mesure de toute chose, si on peut tout dire, si on peut tout penser, s'il n'y a plus de pierre de touche pour venir arbitrer entre nos expressions, entre nos déclarations, entre nos affirmations, s'il n'y a plus de limites pour venir fixer des bornes à ce que chacun d'entre nous pense ou dit, alors d'une certaine manière, ce que chacun d'entre nous pense ou dit devient incommunicable. Nous ne pouvons plus le mettre en commun. Au fond, dès la Grèce antique, a été vécu quelque chose comme l'expérience de la déception éprouvée devant les promesses du relativisme. Nous vivons dans un monde profondément relativiste aujourd'hui. Il y a vraiment un monde qui est marqué par un relativisme spontané, immédiat, collectif. Et il a fallu, pour que je me rende compte que je devienne enseignant moi-même, jusque-là, je me souviens, quand j'étais étudiant en philosophie, je me rappelle avoir lu le texte de celui qui n'était pas encore Benoît XVI à cette époque-là et qui parlait de la dictature du relativisme. Et je m'étais dit, dictature du relativisme, honnêtement, je confesse que je m'étais dit, il exagère. Parce que dictature, vous voyez, bon, comme le dit OSS 117 dans Rio ne répond plus, une dictature, on sait ce que c'est un pays où il fait froid, les gens ont des chapeaux gris, des bottes à fermeture éclair et tout le monde est socialiste. Et donc je me disais, vous voyez, le pays dans lequel nous vivons ne ressemble pas exactement à ce qu'on pourrait appeler une dictature. Et même, pour être plus sérieux, je trouvais même que Ratzinger
exagérais en employant ce terme parce que certaines personnes dans notre monde vivent vraiment l'expérience de la dictature et il me semblait qu'il était un peu facile pour nous de parler de dictature alors que, jusqu'à nouvel ordre, nous ne sommes pas encore jetés en prison pour avoir proféré une opinion dissonante par rapport au consensus commun. Et donc je trouvais que c'était un peu disproportionné par rapport à ceux qui vivent vraiment la menace concrète pour leur vie, pour leur liberté, de cette uniformité imposée de l'opinion par une véritable dictature. Mais j'ai changé d'avis. Et j'ai changé d'avis parce que je suis devenu professeur de philosophie, et donc j'ai eu la chance d'enseigner à des élèves de terminale pendant plusieurs années, et de rencontrer donc plusieurs, même de nombreuses maintenant classes de terminale. Puis j'ai eu l'occasion aussi de faire de nombreuses conférences à des élèves de lycée un peu partout sur cette question de la vérité. Et donc il y a une expérience que j'ai faite des dizaines de fois, qui me paraît toujours aussi improbable quand je la raconte, mais pourtant elle est vraie, elle est incroyablement vraie. Cette expérience est la suivante. Quand vous commencez un cours de philosophie en terminale, après les présentations d'usage, vous commencez évidemment par votre cours sur la vérité, puisque la philosophie consiste à chercher la vérité. Par conséquent, si nous voulons avoir une chance de trouver ce que nous cherchons, il faut encore savoir ce que nous cherchons, sinon c'est vraiment perdu d'avance. Et donc il faut bien commencer par définir ce que c'est que la vérité si vous voulez pouvoir avoir une chance de vous approcher d'elle un jour. Et donc j'ai fait cette expérience maintenant des dizaines de fois de demander à des classes de terminale comment ils définiraient la vérité. Alors l'élève de terminale est d'une manière assez générale le meilleur porte-parole possible de l'opinion commune, avant une année de cours de philosophie. Et donc c'est un excellent point de contact avec la doxa, et cet excellent point de contact s'est avéré d'une fidélité absolue, c'est-à-dire j'ai toujours eu la même réponse. Mais c'est vraiment impressionnant. Quand vous dites à une classe de terminale, qu'est-ce que c'est que la vérité? Comment vous définiriez la vérité? Vous avez toujours une main qui se lève, la première main qui se lève, c'est toujours pour dire la vérité, ça dépend des gens. Toujours, mais vraiment toujours. Je n'ai jamais été déçu sur ce point. Il y a un établissement scolaire, un lycée pas très loin de chez moi, où je vais chaque année, à l'invitation de l'aumônerie, faire une conférence sur la question de la vérité. Chaque année, je rencontre, là, c'est des élèves de première, ils sont 350 dans un amphithéâtre. Chaque année, je recommence. Et maintenant, j'ai confié mon truc à la responsable de l'aumônerie, et ça la fait bien sourire, évidemment, parce qu'elle sait exactement comment ça se passe. Et je ne suis jamais démenti par les faits. D'ailleurs, je serais extrêmement ennuyé si quelqu'un me donnait un jour la bonne définition, parce que toute ma conférence s'écroulerait instantanément. Mais ça ne s'est jamais produit. Et c'est très surprenant quand on y pense. C'est vraiment incroyable. Car vous dites à des élèves, qu'est-ce que c'est que la vérité? Comment est-ce que vous définiriez la vérité? Et toujours un élève vous répond, la vérité, ça dépend des gens. Ou bien, la vérité, ça change. Ou bien, chacun a sa vérité. Ce qui n'est, vous le remarquez avec moi, même pas une tentative de définition. C'est un peu comme si je disais, qu'est-ce que c'est qu'une voiture? Et que quelqu'un levait la main en disant, les gens ont des voitures différentes. C'est juste une manière de fuite. Et c'est une profession de foi dans cette obsession qui fait le consensus commun et qui, je suis bien obligé de le reconnaître, ressemble à la production de ce consensus par une pression qui dépasse toute espèce de rationalité ou qui la précède plutôt, c'est-à-dire, au fond, la dictature du relativisme. Nous vivons dans une époque profondément relativiste. Et pourquoi sommes-nous relativistes? Nous ne sommes pas relativistes parce que nous croyons à la rationalité de ce point de départ, qui de fait n'est pas rationnel et qui serait même infondable du point de vue rationnel. Mais nous sommes relativistes pour une seule et unique raison, qui est que l'idée qu'il y a une vérité, cette idée-là nous paraît terrifiante. Celui qui affirme dans le monde contemporain qu'il y a une et une seule vérité, celui-là sera immédiatement suspecté de vouloir déclencher la guerre au nom de la vérité. Et d'ailleurs, c'est tout à fait frappant parce que l'expérience mimétique se poursuit. Généralement, la conversation s'engage avec les élèves. Très rapidement, certains élèves vont finir par apporter la contradiction à ce propre postulat de départ, en disant, par exemple, que certaines vérités sont quand même vraies pour tout le monde, par exemple que 2 plus 2 sont égales à 4. Il y a une chose qui est protégée du relativisme commun, c'est le dogmatisme absolu que nous avons dans notre rapport à la science, ce qui, du point de vue de l'histoire des sciences, a quelque chose d'une forme d'ironie rétrospective, bien sûr, parce que l'histoire des sciences est d'abord le spectacle d'une somme d'erreurs progressivement corrigées. Mais enfin, nous sommes pour le coup absolument certains que la science dit la vérité. Et là, pour le coup, il est impossible d'en douter. Vous voyez, si vous voulez mettre fin à une conversation, il suffit de dire que c'est scientifiquement prouvé et la discussion s'arrête instantanément. Et donc, certains élèves vont dire qu'il y a des vérités qui sont vraies pour tout le monde et d'autres vérités qui ne sont pas vraies pour tout le monde. Il y a des vérités qui sont vraies tout le temps, puis d'autres vérités qui changent parce qu'elles étaient fausses avant, mais maintenant elles sont vraies, et demain elles sont peut-être de nouveau fausses. Enfin bref, on sombre dans une confusion intellectuelle absolue jusqu'à ce qu'évidemment on arrive à la vérité. Et la vérité, bien sûr, se trouve chez saint Thomas d'Aquin, dans le De Veritate, où on trouve cette définition lumineuse de la vérité qui n'a évidemment jamais été dépassée, comme saint Thomas d'Aquin ne sera jamais dépassé, bien sûr.
c'est ma révérence aux hôtes de Séan. La vérité, donc, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est précisément cette recherche, cette intuition que Parménide nous avait manifestée déjà. La vérité, dit saint Thomas d'Aquin, comme vous le savez, c'est l'adéquation entre la pensée et le réel, la relation de conformité entre l'intelligence et la chose. Et la première conséquence de cette définition, c'est que si nous considérons une même réalité et que nous employons les mêmes mots pour la décrire, eh bien, on ne peut pas produire deux énoncés contradictoires qui soient vrais simultanément. C'est-à-dire le principe de non-contradiction ou le principe du tiers exclu, qui est la conséquence logique de la définition de la vérité. Pour le dire trivialement, comme Aristote, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est-à-dire, si nous regardons la même porte, que nous parlons de cette porte avec les mêmes mots, que nous donnons le même sens aux mots que nous employons, et si quelqu'un dit cette porte est ouverte et quelqu'un d'autre dit cette porte est fermée, on ne peut pas s'en tirer en disant chacun sa vérité. C'est pas possible. Soit la porte est ouverte, soit la porte est fermée. Et si la porte est ouverte, elle est ouverte pour tout le monde, et si elle est fermée pour tout le monde. Et là, expérience mimétique répétée à chaque fois de la même manière, mais c'est incroyable. Très très souvent, là pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais très très souvent, vous avez un élève qui lève la main et qui dit « Ok monsieur, d'accord, ok, on est d'accord pour la porte, on vous laisse la porte. Mais pour Dieu ». Eh bien, c'est très simple. Si nous parlons vraiment des mêmes choses, et si nous sommes certains de parler de la même chose en utilisant les mêmes mots, en donnant le même sens aux mots, et si dans cette pièce quelqu'un affirme que Dieu existe et quelqu'un d'autre affirme que Dieu n'existe pas, il y en a forcément un des deux qui a raison et l'autre qui a tort. Et ce n'est pas possible autrement. Et là, les élèves vous regardent avec un œil terrifié et se disent « Oh mon Dieu, ce prof est un nazi ». Alors même que, remarquez-le avec moi, je n'ai même pas encore dit qui avait raison et qui avait tort. J'ai juste dit que quelqu'un avait raison et que quelqu'un d'autre avait tort. Et qu'est-ce qui nous fait terriblement peur là-dedans ? C'est l'idée qu'au fond, celui qui affirme qu'il y a une seule vérité va très rapidement déclencher la guerre. C'est-à-dire l'idée au fond qu'il représente quelque chose comme le mal absolu. Et nous avons, dans un monde relativiste, où le mot bien et mal ne veut littéralement plus rien dire, ou en tous les cas, dans un monde où nous ne croyons plus qu'il y ait un bien absolu, ni non plus un mal absolu, puisque chacun, par définition, doit avoir son idée du bien et son idée du mal, il y a une seule chose qui peut nous servir à désigner ce qu'on appelle le mal absolu, et c'est le nazisme. C'est-à-dire, là, pour le coup, vous voyez, c'est le point où le relativiste s'arrête. Vous voyez, même le relativiste contemporain, le plus échevelé, le plus acharné, là, pour le coup, la tolérance se termine là. Voyez. Vous pouvez être catholique, musulman, athée, tout ce qu'on veut, c'est ta vérité, super, je te respecte et tout. Mais si vous arrivez un jour dans une émission de télévision en disant « Bonjour, je suis nazi, je vous demande de respecter ma vérité », on va dire « Non, 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 non. Là, c'est une catastrophe parce que je suis filmé, donc je suis en train de dire de grosses bêtises. » Mais heureusement, je le dis pour la caméra, heureusement qu'on vous arrêtera, parce que, évidemment, le nazisme est un mal absolu. Mais bien d'autres choses sont des mots absolus dont nous peinons à parler parce que le monde du relativisme nous affirme que pour pouvoir conserver le sacro-saint vivre ensemble, il faut renoncer à l'idée qu'il y a une vérité. Or, il se produit aujourd'hui dans le monde des médias exactement ce qui s'est produit au IVe siècle grec. Que l'explosion du langage, autorisée par sa déconnexion avec la réalité, la toute-puissance des mots, qui naît du sentiment enivrant que nous avons que les mots peuvent tout produire, quelle que soit la réalité à laquelle ils ne s'appliquent plus, mais qu'ils peuvent désormais créer, cette explosion du langage, en fait, paradoxalement, nous empêche de communiquer. Nous empêche de communiquer parce que littéralement, elle nous empêche de mettre en commun les questions que nous partageons. Elle nous empêche de les communiquer les uns aux autres. Prenez autour de vous, je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience, comme il est difficile aujourd'hui de parler de Dieu, de parler même tout simplement de la question de Dieu. Vous êtes catholique, c'est très bien. On vous respectera dans votre vérité, à condition que vous ne fassiez pas trop venir sur le tapis des convictions que vous pourriez prétendre être en fait universelles. Vous devenez dangereux, vous devenez inquiétant, vous devenez menaçant et on deviendra hostile si vous prétendez communiquer votre foi, c'est-à-dire proposer quelque chose qui ne vous appartiendrait pas. Tant que c'est vos convictions, ça va très bien.
Mais si ça devient l'occasion d'une véritable mise en commun, d'une question qui nous relierait, alors vous devenez inquiétant. Dans la mesure où le relativisme contemporain nous promettait la tolérance, nous sommes absolument déçus, parce que précisément dans cette incapacité à communiquer, il a produit l'exact inverse, c'est-à-dire le maximum de la défiance. Nous ne parvenons plus à parler ensemble des questions qui nous animent. Nous ne parvenons plus à penser ensemble les questions qui nous traversent. Nous ne parvenons même plus à délibérer ensemble du bien et du juste dans l'ordre politique. Tout se passe comme si, vous voyez, la politique elle-même s'était affaissée pour devenir la rencontre des individualités qui n'ont plus à défendre du coup que leurs intérêts d'individus, leurs intérêts de communauté, leurs convictions, leurs valeurs individuelles ou communautaires. C'est-à-dire au fond quelque chose qui leur appartient, mais qui n'a rien à voir avec la recherche d'un bien commun, qui n'a rien à voir avec la recherche de ce qui est bon pour tous, pour la société dans son ensemble. Prenez par exemple la question du mariage qui a traversé de façon évidente la société française dans les dernières années, et il ne s'agissait pas, dans l'espace médiatique, de penser ce bien commun qu'est la famille, mais il s'agissait de prendre le temps de faire vivre un débat qui en fait n'en est pas un, où chacun pourra exprimer ses convictions et où on reconnaîtra avec plus ou moins de bienveillance le droit à chaque groupe de pensée, à chaque groupe de pression, de faire valoir ses valeurs, de représenter ses intérêts et de les exprimer dans l'espace public. Et d'ailleurs, la grande stupéfaction de beaucoup d'observateurs, de beaucoup d'acteurs du débat public a été de dire que viennent faire ces gens qui parlent d'un mariage qui ne les concernera pas. Et bien souvent, on nous a objecté cette chose que, au fond, si vous voulez continuer à vous marier comme avant, libre à vous de le faire et la réforme du mariage ne vous retire rien à vous. Pourquoi voudriez-vous prendre part à un débat sur une réforme qui ne vous enlève rien ? Vous voyez, c'est bien le signe, au fond, que nous croyons déjà n'avoir plus rien en commun. N'avoir plus rien en commun. Le monde médiatique contemporain est marqué par cet effondrement du sens du commun, de ce que nous avons en partage ensemble, de ce qui traverse collectivement notre société. Parce qu'en fait, paradoxalement, le relativisme contemporain nous empêche de communiquer. Si ce sont vos valeurs de catholique, on les respecte très bien, mais elles ne me concernent pas, moi qui ne suis pas catholique. Si ce sont vos valeurs de musulman, très bien, mais elles ne me concernent pas, moi qui ne suis pas musulman. Et donc nous ne parlons plus ensemble du bien et du juste. Nous ne vivons plus cette expérience qui, nous disait Aristote, fonde une famille et aussi une cité, c'est-à-dire le fait de parler ensemble du bien et du juste, de délibérer ensemble sur ce qui est bon et sur ce qui est juste. Et ce faisant, le langage, en fait, a perdu sa fonction propre. Le langage ne sert plus une authentique communication. Nous ne cessons de parler et nous sommes absolument seuls. Nous passons notre temps à publier et nous sommes plus isolés que jamais. C'est d'ailleurs exactement ce qui se produit, vous le voyez, avec ces nouveaux médias qu'on appelle les réseaux sociaux et qui sont peut-être tout sauf des réseaux véritables, ou en tous les cas tout sauf ce qui constitue authentiquement l'expérience d'une société. Une étude passionnante a été réalisée par le MIT l'année dernière aux États-Unis qui montrait que le sentiment de solitude augmente de façon marquée lorsque vous avez consulté Facebook. Quand vous éteignez Facebook, vous vous sentez bien plus seul qu'avant. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une corrélation très, très claire et très établie entre une pratique intensive des réseaux sociaux et l'expérience psychique de la dépression. Alors, les statistiques sont évidemment controversées parce que les réseaux sociaux eux-mêmes objectent que du coup, ce sont des personnes qui sont déjà fragiles et sujettes à des moments de dépression qui vont consommer plus de temps sur les réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est que, et je suis sûr que vous en avez tous déjà fait l'expression, tous déjà fait l'expérience, cette expérience du réseau social est une expérience qui nous renvoie à notre propre solitude et au sentiment de cette solitude. Le réseau social, c'est celui sur lequel on publie sa vie, on rend sa vie publique. Mais évidemment, on rend sa vie publique en ayant sélectionné ceux qu'on allait publier. Et donc en mettant en scène sa propre vie.
Et donc c'est un monde d'artifice, c'est un monde de fiction bien sûr. Et c'est un monde de fiction dangereuse et de fiction nocive parce que vous ne publiez jamais sur un réseau social les moments où vous vous sentez précisément un peu seul, où vous vous sentez un peu triste, où vous avez l'impression de manquer d'efficacité, de manquer de réussite. Vous publiez une photo sur un réseau social quand vous êtes en vacances, au ski, avec des photographies de pistes ensoleillées. Vous êtes entouré d'amis qui sont souriants, qui sont pleins de vie et qui donnent envie de pouvoir vous rejoindre aussi. Vous publiez des photos de vous ou des nouvelles de vous quand tout va bien dans votre vie. Et par conséquent, quand vous allez regarder sur votre fil d'actualité, vous ne voyez que des gens pour qui tout va bien dans la vie. Et donc vous qui êtes à ce moment-là en train de travailler, quand vous voyez les photos que publient les autres des pistes de ski sur lesquelles ils sont en train de passer des vacances heureuses, quand vous les voyez entourés et que vous vous sentez seul, quand vous les voyez performants et que vous vous sentez médiocre, quand vous les voyez réussir et que vous avez l'impression d'échouer, vous vous sentez évidemment dans une forme de solitude plus intense que jamais. Au fond, nous vivons dans un monde où nous ne cessons de communiquer et où nous sommes de plus en plus isolés. Dans un monde où nous n'avons jamais eu autant de canaux de communication et où nous n'avons jamais autant fait l'expérience de la solitude massive. Je le vois aussi comme élu d'ailleurs, concrètement. La solitude est vraiment un phénomène de société extrêmement préoccupant. Dans nos grandes villes, une partie conséquente des gens qui vivent à côté de nous vivent dans une solitude absolue. Absolue. Les associations caritatives ont publié il y a 2 ans une enquête nationale sur la solitude dans laquelle elles montraient que plus de 25% des personnes qui vivent dans des grands centres urbains, sur 5 canaux traditionnels de relations, n'ont pas de relation dans aucun de ces canaux traditionnels ou dans un seul. Et les 5 canaux traditionnels, c'est des relations amicales, des relations familiales, des relations de voisinage, des relations de travail, et puis les relations d'usage quotidien dans votre vie quotidienne, quand vous allez nouer des liens avec les commerçants chez qui vous allez faire vos courses, etc. Vous avez une part importante de personnes qui n'ont aucune relation avec aucune personne dans aucune de ces directions de manière suivie. Et il arrive fréquemment, je le dis comme élu, mais vraiment fréquemment, qu'on découvre à leur domicile des personnes qui sont décédées parfois depuis plusieurs semaines et personne ne s'était rendu compte qu'elles étaient décédées. Nous vivons dans un monde où on n'a jamais autant communiqué et on n'a jamais autant vécu l'expérience d'une solitude radicale. Radicale. C'est incroyable quand on y pense. Et pourtant, c'est parfaitement logique finalement. Parce que cette explosion du langage, c'est la mort du langage. L'explosion de la communication, c'est la disparition de la communication. Quand la communication n'a plus de limite, en fait, elle se dissout de l'intérieur. Parce que quand la communication n'a plus de limite, en fait, elle ne signifie plus rien. Et si elle ne signifie plus rien, elle ne communique plus rien. Elle ne met plus rien en commun. Et le commun lui-même se désagrège. Le monde des médias, d'une certaine manière, c'est le monde dans lequel il n'y a plus rien à transmettre. Puisque quand tout est moyen de communication, quand rien n'est extérieur à ces moyens de communication, quand rien n'existe en dehors de la communication, il n'y a plus que des moyens. Et le monde dans lequel il n'y a plus que des moyens, c'est le monde dans lequel il n'y a plus de finalité. C'est le monde dans lequel il n'y a plus de contenu qui vaudrait par sa consistance propre d'être transmis et d'être partagé. C'est le monde dans lequel d'ailleurs plus rien n'est authentiquement partagé. Et je pense que nous en faisons peut-être une expérience atténuée parce que, comme jeunes chrétiens, comme jeunes catholiques, nous vivons encore des lieux où la communication a précisément ses règles, a précisément ses bornes. Une communication qui est marquée par le sentiment que quelque chose se transmet. Et dans cette expérience d'une communication où quelque chose se transmet, nous ne vivons jamais radicalement l'expérience de la solitude, jamais aussi radicalement que ceux qui vivent autour de nous peuvent peut-être l'expérimenter. C'est très frappant, on y pense peu, mais vous allez le vivre dans vos études, dans votre vie professionnelle, peut-être serez-vous amené à déménager un jour à l'autre bout du monde. Bien, probablement, n'importe où à l'autre bout du monde, vous trouverez une paroisse. Vous ne serez jamais complètement tout seul. Et qu'est-ce qui fonde cette paroisse? C'est une idée de la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas relatif. Et cette idée de la vérité, de quelque chose qui n'est pas relatif, fonde une communauté dans laquelle se communique quelque chose qui se transmet, non pas de manière relative, mais de manière absolue. Et dans cet absolu se fonde ce qui n'est pas relatif, c'est-à-dire la nécessité essentielle de toute relation authentique. Peut-être nous faisons une expérience atténuée de ce qu'est le monde contemporain. Mais le monde contemporain est marqué par cette double expérience paradoxale et pourtant logiquement nécessaire de l'explosion de la communication
sans limite, sans borne, et de la disparition de la communication, dans son explosion propre. Encore une fois, la toute-puissance du langage et l'omniprésence du langage, c'est la disparition du langage et c'est l'impuissance du langage. Hier, je partageais avec ceux avec qui nous échangions sur la question du bien dans le cadre des soirées de la philo, je partageais cette réflexion kantienne tout à fait frappante sur la maîtrise du langage. Kant nous dit, au fond, pour que le langage ait un sens, il faut que le langage ait des limites. Pour que la communication ait un sens, il faut que la communication ait des limites. Et il faut que la grande limite de la communication soit cet impératif d'une articulation de la parole avec la vérité, d'une exigence de lien entre la parole et la vérité. C'est une limite très exigeante, bien sûr. Et pour Kant, elle est tellement exigeante qu'il ne peut jamais être question de transiger avec une limite comme celle-là. Jamais il n'est permis pour Kant de dire quelque chose que nous savons ne pas être. Et Kant, de ce point de vue-là, renoue avec le caractère absolu de l'impératif parménidien. De l'être, tu ne diras pas qu'il n'est pas, du non-être, tu ne diras pas qu'il est. Mais c'est la condition pour que le langage garde un sens. Parce que le langage est un bien précieux, en ce sens qu'il nous permet justement de mettre quelque chose en commun. Il nous permet de mettre quelque chose en commun dans l'exacte mesure où nous lui faisons confiance. Dans l'exacte mesure où nous accordons notre confiance au sens des mots de l'autre qui parle en face de nous. On pourrait dire du langage qu'il fonctionne un peu comme la monnaie, de manière fiduciaire. Ce qui fait sa valeur, c'est le crédit que nous lui apportons. Ce qui fait sa valeur, c'est la confiance que nous lui accordons. Ce qui fait sa valeur, pour le dire autrement, c'est le fait que nous croyons que celui qui nous parle articule son discours avec une vérité que nous pouvons partager avec lui. Si ça n'est pas le cas, les mots ne veulent plus rien dire et nous ne pouvons pas croire l'autre. C'est la raison pour laquelle nous dit Kant, il ne faut jamais mentir. Il ne faut jamais mentir, jamais. Parce que si vous mentez, vous mettez en péril la confiance dans le langage. Si vous utilisez le langage sans référence à cette borne, à cette pierre de touche, à cette exigence structurante qu'est la vérité, si vous utilisez le langage sans référence à cette pierre de touche qu'est la vérité, alors vous mettez en danger la consistance même des mots et la confiance que celui qui vous parle leur accorde. Une société dans laquelle tout le monde dit la vérité, c'est une société où on fait confiance aux mots. Mais une société dans laquelle tout le monde ment, c'est une société dans laquelle, en racontant n'importe quoi précisément, en disant n'importe quoi, en employant le langage sans aucune espèce de limite, on détruit finalement le langage. On détruit le langage dans sa capacité à dire le vrai, mais on détruit le langage même dans sa capacité à dire le faux. Une société où tout le monde ment, c'est une société dans laquelle il est impossible de se faire confiance. Une société où tout le monde parle sans relation à la vérité, c'est une société dans laquelle il est impossible de donner du crédit aux mots. Une société dans laquelle tout le monde ment, d'ailleurs, vous le remarquerez avec moi, et vous le remarquerez avec Kant surtout, une société dans laquelle tout le monde ment, c'est une société dans laquelle il devient impossible de mentir. Parce que quand vous mentez, votre mensonge sert à quelque chose dans l'exacte mesure où celui auquel vous parlez vous fait confiance. Si celui auquel vous parlez ne fait aucune confiance à ce que vous lui dites, vous ne pouvez même plus lui mentir, ça ne sert à rien de lui mentir, de toute façon, il ne vous croit pas. Donc l'efficacité du mensonge repose sur le fait que d'habitude on se dit la vérité. Pour le dire autrement, le fait de celui qui outrepasse les règles du langage, c'est qu'il croit à l'efficacité d'un langage qui repose sur le fait qu'ordinairement ce langage a des limites. Une société dans laquelle tout le monde ment, c'est une société dans laquelle le mensonge lui-même devient totalement inopérant. C'est un peu ce qui s'est passé précisément dans le monde médiatique, dans le monde de la communication permanente. Et la communication est à la fois toute puissante et en même temps totalement impuissante. Puisque quand les gens ne croient plus à la communication, et par définition, vous pouvez dépenser des trésors de communication, si les gens ne croient plus, quoi qu'il arrive à ce que vous communiquez, vous pouvez communiquer tout ce que vous voudrez, ça ne servira plus à rien. C'est un peu la tragédie du monde politique, vous voyez. C'est-à-dire que les responsables politiques, pendant quelques décennies, ont tellement menti que maintenant, ils ne peuvent même plus mentir. Et même quand ils disent la vérité, on les croit pas. Et quand ils mentent, au fond, ça ne sert plus à rien. Puisque vous avez beau mentir et faire de fausses promesses, les gens à qui vous faites de fausses promesses disent que de toute façon, elles sont fausses, et donc plus personne ne vous croit. Donc vous pouvez mentir autant que vous voulez, ça n'a plus aucune espèce d'efficacité. Il se produit quelque chose, au fond, comme l'impuissance du langage au moment de sa toute-puissance. Comme la disparition du langage au moment de son omniprésence. La disparition du langage au moment de son omniprésence.
C'est de cela qu'il s'agit finalement dans ce qu'on pourrait appeler le monde des médias. Le monde des médias, c'est le monde où plus rien, d'une certaine manière, ne peut être transmis. Un philosophe de l'art qui s'appelle Nelson Goodman, dans un livre qui s'appelle Langage de l'art, a écrit que moins l'art transmet, plus il communique. Et on pourrait dire paradoxalement qu'il en va de même d'une société. Moins une société a quelque chose à transmettre, plus la communication explose. Et plus la communication explose, plus il devient difficile de transmettre quoi que ce soit. Plus il devient difficile de mettre vraiment en commun quelque chose. Donc au fond, nous nous trouvons devant une situation paradoxale où le langage est sans limite et où le langage est, par le fait même qu'il est sans limite, devenu totalement impuissant. Alors quelle réponse pouvons-nous apporter à une situation comme celle-là, à la fois comme chrétiens, mais aussi comme citoyens, et aussi évidemment comme être de raison, comme témoins avec notre raison de la vérité. Je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il nous faut être les témoins de cette limite qui s'impose à la langue, de cette limite qui s'impose au langage, et qui fait la consistance du langage, et qui fait la consistance de la parole. Et il faut de ce point de vue-là que nous soyons les témoins authentiques, et les témoins sincères, et il y a là-dedans quelque chose d'extrêmement exigeant, de cette pierre de touche absolue pour tout discours qu'est la recherche de la vérité. La vérité, précisément, n'est pas, comme ce que croit le relativiste, susceptible d'une appropriation. Nul ne peut dire qu'il possède la vérité d'une manière définitive, absolue. Nul ne peut dire que la vérité est parfaitement résumée par la description qu'il en fait. La vérité demeurera toujours pour nous un objet de recherche, un objet de désir, un objet d'amour. C'est-à-dire quelque chose que nous ne possédons pas complètement, mais vers lequel nous tentons de progresser, vers quoi nous tentons de cheminer. Et la vérité, dans cette exigence qu'elle nous impose, dans cette recherche qu'elle constitue pour nous, dans l'occasion de cette recherche qu'elle impose à notre conscience, la vérité doit être pour nous la pierre de touche dont nous serons les témoins, de cette limite absolue du langage, de cette limite du discours qui donne sens au langage et qui donne sens au discours. Et c'est très exigeant et plus qu'on ne le croit. Il m'est arrivé souvent d'entendre des jeunes chrétiens me dire « Vous savez, il faut nous aider à défendre nos convictions. » Et parfois même me dire « Est-ce que vous pourriez nous donner des arguments pour défendre nos convictions ?» C'est une très étrange demande. Elle est inspirée par une générosité évidente qui consiste à vouloir prendre la flamme de la pure doctrine pour aller la propager dans le monde, bien sûr. Mais au fond, il y a quelque chose de problématique dans une demande comme celle-là. Est-ce que vous pouvez nous donner des arguments pour défendre nos convictions ? Mais si vous n'avez pas de raison d'adhérer à ce que vous dites être vrai, pourquoi y adhérez-vous ? Nous ne devons pas chercher des raisons de défendre nos convictions, mais nous devons chercher des raisons pour avancer vers la vérité. Et c'est cela seul qui peut nous contenter. C'est cela seul qui peut être à la hauteur de cette exigence que j'évoquais à l'instant. Dans le monde contemporain, dans le monde des médias, penser librement, penser par soi-même, ça ne devrait jamais vouloir dire défendre ses convictions. On ne vous a pas donné une intelligence, et Dieu ne vous a pas donné une raison pour défendre vos convictions. Ça, c'est l'affaire des sophistes. Les sophistes défendent n'importe quelle conviction, pourvu que ça puisse payer. Nous, notre affaire n'est pas de défendre nos convictions. Notre affaire, c'est de chercher la vérité. Notre travail est de servir la vérité. Et c'est toute la différence, précisément, entre la sophistique et la réaction contre la sophistique qui se fait jour au IVe siècle grec et qui s'appelle la philosophie. La philosophie est née en réaction à cette crise du langage. La philosophie est née de cette réaction à la crise du logos produite par l'apparition fascinée de la sophistique comme une espèce de démesure dans le rapport à la langue. Et le propre de la philosophie, c'est de rappeler cette pierre de touche qu'est la recherche de la vérité dans tout usage de la parole, dans tout usage du logos. Ce qui donne sens au logos, c'est qu'il est orienté vers la recherche d'une vérité. Mais ça suppose précisément de faire l'effort permanent d'affiner ses propres convictions, de les mûrir, de les ajuster, de les corriger, bien sûr, pour pouvoir soi-même s'ajuster à la réalité, et ainsi pour pouvoir rejoindre cette vérité qui est essentiellement relation entre l'intelligence et le réel, relation entre notre propre intelligence et la réalité qui nous entoure, relation entre le logos et le réel.
Nous ne sommes pas là pour défendre nos convictions. Et c'est vrai même, et surtout presque, dans le débat public. Et c'est vrai même, surtout presque dans le débat médiatique. Si certains d'entre vous demain sont appelés à s'impliquer dans le monde des médias, à s'engager dans le monde des médias, surtout n'y allez pas pour défendre vos convictions. Vous n'avez pas pour but de défendre vos convictions. Vous avez pour but de servir la vérité et rien de moins que cela. Rien de moins que cela. Et c'est par là d'ailleurs que nous pourrons renoncer à ce caractère belliqueux que le relativisme suspecte chez celui qui croit qu'il y a une et une seule vérité. Affirmer qu'il y a une et une seule vérité, c'est, je le disais tout à l'heure, se rendre suspect de vouloir déclencher la guerre au nom de la vérité. Et pourtant, si vous croyez qu'il y a une vérité, alors précisément, elle devient notre lieu commun. Elle devient notre bien commun. Elle devient ce que nous cherchons ensemble. Elle devient donc d'une certaine manière ce qui nous réunit et ce qui nous oblige à parler. Non pas seulement quand nous sommes d'accord, bien sûr, mais surtout quand nous sommes en désaccord. Parce que si dans cette pièce, il y a quelqu'un qui croit que Dieu existe et quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas, il y en a forcément un des deux qui se plante. Et ce n'est pas possible autrement. Et donc, il faut absolument que nous cherchions ensemble où se trouve la vérité. Parce qu'il y a une des deux personnes dans cet antagonisme qui a quelque chose à apprendre à l'autre. Et une des deux personnes qui a quelque chose à apprendre de l'autre. Et probablement les deux personnes ensemble ont à ajuster leur définition de celui qu'on appelle Dieu ou de ce que signifie exister. Et on le fera précisément en cheminant ensemble à travers ce désaccord pour essayer de résoudre le désaccord, ou en tous les cas pour essayer d'avancer ensemble vers une vérité qui est la même pour tout le monde et qui par là même nous réunit véritablement et qui fonde la communication authentique en ce qu'elle met en commun quelque chose qui est déjà commun entre nous. Dans le Gorgias de Platon, je racontais aussi cette petite histoire hier, dans le Gorgias de Platon, on trouve un moment tout à fait frappant. Socrate discute avec Gorgias et Socrate, ce qui le caractérise chez Platon, c'est une forme d'ironie. Et Socrate pose des questions à ses interlocuteurs et ces questions ont toujours pour fonction de remettre en cause des opinions parfois trop superficielles ou des impressions qui sont mal étayées. Et Socrate discute avec Gorgias et il ne cesse de lui poser de ces petites questions qui, dans leur ironie, peuvent avoir quelque chose d'un peu piquant, bien sûr. Dans l'apologie de Socrate, il se défendra à son procès en disant qu'il est comme une abeille qui a été envoyée par les dieux pour empêcher les Athéniens de s'endormir. Et l'ironie nous réveille parfois. Mais on n'aime pas toujours être piqué, et il est parfois pénible d'être réveillé. Et donc Gorgias s'irrite un peu, et il dit à Socrate, bon maintenant ça suffit, tu es pénible avec tes questions, j'en ai marre que tu te moques de moi, j'arrête de te parler. Socrate arrête Gorgias et il lui dit, écoute-moi bien Gorgias, dis-moi quel genre d'homme tu es, je vais te dire quel genre d'homme je suis, et nous allons voir si nous pouvons parler ensemble. Moi, dit Socrate, je suis quelqu'un qui aime être réfuté. J'aime à être réfuté parce que nous aimons tous connaître la vérité et que nous n'aimons pas être maintenus dans l'erreur. Nous détestons l'idée de nous tromper. Et imaginez un seul instant que tous vos amis soient actuellement en train de vous tromper sur un point essentiel, que tous vos amis se soient entendus pour vous cacher la vérité sur un point fondamental, vous leur en voudriez terriblement, bien sûr. Nous n'aimons pas être dans l'erreur. Nous préférons toujours la vérité à l'erreur. Là, tout de suite, maintenant, vous pourriez essayer de vous convaincre vous-même qu'actuellement, il fait nuit à Bordeaux, ou, chose plus improbable encore, vous pourriez essayer de vous convaincre vous-même qu'actuellement, il fait chaud à Bordeaux. Vous pourriez essayer de vous le répéter des dizaines de fois, de trouver tous les arguments possibles, vous savez que c'est faux, et vous n'arriverez jamais à y croire. Nous n'arrivons jamais à remplacer dans notre esprit une erreur par une vérité. Une vérité par une erreur, pardon. Nous préférons toujours la vérité à l'erreur. Et par conséquent, dit Socrate, quand on réfute ce que je pensais, c'est-à-dire quand j'étais dans l'erreur et qu'on me montre que je me trompais, on me rend un très grand service. J'avais dans l'esprit une erreur, on la remplace par une vérité. On m'a rendu un grand service. Donc j'aime être réfuté. Bon, bien sûr, j'aime bien aussi réfuter les gens parce que je suis un garçon serviable. Et donc, quand ils sont dans l'erreur, ça me fait très plaisir de pouvoir leur rendre ce petit service, de remplacer dans leur esprit une erreur par une vérité. Mais comme je suis un peu égoïste, je préfère encore être réfuté que de réfuter autrui. Et vous voyez, au fond, l'idée qu'il y a une vérité ne déclenche pas la guerre. Bien au contraire, l'idée qu'il y a une vérité est la condition du dialogue. Et quand vous aurez à vivre des expériences de dialogue, n'ayez pas peur de jouer vraiment complètement la carte de cette recherche de la vérité. De prendre vraiment au sérieux ce que dit autrui, malgré lui parfois d'ailleurs. De prendre vraiment au sérieux ce qu'il dit. Non pas comme une conviction particulière, non pas comme une
opposition intellectuelle que vous essaieriez de détruire, mais de prendre vraiment au sérieux la question qui est en jeu et de chercher avec lui, loyalement, la vérité. Nous ne sommes pas là pour défendre nos convictions. Et d'ailleurs, défendre ses convictions, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Comme l'écrivait Nietzsche, une pensée qui a besoin d'être soutenue mérite de s'effondrer. Il faut être profondément animé de ce désir de vérité pour pouvoir communiquer ce désir même à ceux autour desquels nous pourrons la faire partager. Et c'est ce désir-là, me semble-t-il, qui peut redonner sens à notre dialogue collectif, qui peut redonner sens à nos échanges personnels, qui peut redonner sens à notre vie politique et puis qui peut redonner sens, bien sûr aussi, à notre univers médiatique. Et donc je crois que c'est la première chose dont nous devons être les témoins, c'est-à-dire de cette pierre de touche qui vient fixer une borne à notre rapport à la vérité. Le relativisme n'a jamais apporté la paix. Au contraire, il apporte cette méconnaissance réciproque, cette incapacité à parler, cette incompréhension durable que produit la fin du dialogue quand le langage est partout et que le dialogue devient, dans son caractère authentique, une expérience impossible. Comment cultiver alors cette exigence de vérité? Comment cultiver cette soif de vérité? Comment, et c'était la question posée au départ, comment penser par soi-même dans le monde des médias? Comment cultiver cette exigence de vérité? Eh bien, je dirais que, paradoxalement, ce dont nous avons le plus besoin pour cultiver une pensée personnelle dans ce monde de médias, c'est d'abord, paradoxalement, de médias. En fait, je le disais tout à l'heure, dans un monde où tout est média, les médias n'ont plus rien à communiquer. Dans un monde où tout est moyen de communication, plus rien finalement ne peut permettre de communiquer quoi que ce soit. Et plus rien, par conséquent, ne fait vraiment office de moyen de communication, puisque plus rien ne communique rien du tout. Or, nous avons besoin de ces moyens de communication. Nous avons besoin de ces moyens de transmission pour pouvoir nous forger une pensée personnelle. Alors, il serait bien trop long de revenir en détail sur un travail que j'ai pu mener et que, frère, vous évoquiez tout à l'heure. J'étais très touché de ce que vous pouviez dire de ce très modeste livre que j'ai consacré précisément à cette question de la transmission. Ce livre avait une fonction toute simple, qui est de nous rappeler précisément à quel point l'être humain se caractérise par le fait qu'il est un être de médiation. Et on pourrait dire précisément, d'une certaine façon, un être de médias. Nous avons besoin de médiation pour pouvoir construire notre pensée personnelle. Et c'est l'expression même de votre question qui me fait rappeler cette nécessité absolue de la médiation. Comment garder une pensée personnelle dans le monde des médias? Eh bien, pour avoir une pensée personnelle, pour cultiver cette soif de vérité, ce souci de vérité que j'évoquais à l'instant, il faut cultiver aussi le rapport à ces moyens, à ces médiations qui nous précèdent et qui sont la condition pour que s'accomplisse notre propre liberté intérieure. Aucun d'entre nous n'est immédiatement libre. Aucun d'entre nous n'est immédiatement lui-même. Aucun d'entre nous ne possède immédiatement une pensée personnelle. Rien n'est peut-être plus difficile que de penser par soi-même, comme le veut la formulation de votre question. Penser par soi-même, mais c'est un effort infini et sans doute jamais achevé. Et penser par soi-même suppose non pas de se défaire de l'influence des médias, mais au contraire de cultiver les médiations qui nous permettront de structurer notre propre pensée, notre pensée personnelle, une pensée qui soit vraiment libre. Chacun d'entre vous peut le vivre très facilement et en faire l'expérience toute simple. Quand vous parlez, quand vous pensez, vous ne parlez et vous ne pensez qu'avec des mots dont vous n'êtes pas les auteurs. Nous ne parlons et nous ne pensons qu'avec des mots qui nous ont été transmis par ces médiateurs qu'ont été pour nous nos parents, les adultes que la vie a placés sur notre chemin, les enseignants bien sûr, qui nous ont permis de découvrir peu à peu la richesse du langage, la complexité des mots, leur signification propre. Et ces mots sont devenus pour nous la matière de notre parole, et pas seulement de notre parole, la matière de notre pensée, puisque nous pensons dans les mots, nous pensons avec les mots. Les mots ne nous servent pas seulement à exprimer une pensée déjà formée, mais les mots nous servent à structurer notre propre pensée. Et par conséquent, à chaque fois que vous pensez, dans l'idée la plus personnelle qui peut vous venir, dans l'intuition la plus nouvelle, dans l'émotion la plus intime, quand elle parvient à votre conscience sous la forme du langage, il y a déjà quelque chose que nous devons à ces médiateurs qui nous ont précédés. Même les idées les plus originales que vous formulerez demain,
elles seront formées de ces mots qui vous ont été transmis. Ça ne veut pas dire que votre liberté a été piégée par la langue que vous avez reçue. Ça ne veut pas dire que votre liberté a été formatée par ces médias qui nous ont précédés, par ces médiateurs, par ces canaux par lesquels est passée la culture qui vous a été transmise. Bien au contraire, quand vos parents vous ont appris à parler, ils ne savaient absolument pas ce que vous alliez faire des mots que vous receviez d'eux. Ils ne savaient absolument pas ce que vous alliez faire des mots qu'ils vous transmettaient. Et je suis sûr qu'il vous est arrivé de les surprendre parfois dans l'usage du langage que vous avez fait, dans l'usage que vous avez fait de ces mots qui vous avaient été transmis et qui vous ont servi peut-être parfois à critiquer ceux qui vous les avaient transmis, à discerner leurs défauts, leurs limites, leurs imperfections, de façon juste parfois, de façon injuste aussi. En tous les cas, à forger quelque chose comme une pensée personnelle, indépendante de ses parents, indépendante de ses adultes, indépendante de ses autorités par où était passée jusqu'à vous la connaissance de cette langue dans laquelle votre pensée a peu à peu pu se forger. C'est vraiment fascinant de voir à quel point il n'y a rien qui jaillisse en nous qui soit vraiment personnel, qui ne soit d'abord l'héritage d'une médiation particulière. Comment penser par soi-même dans le monde des médias ? Eh bien, en choisissant ces médiations que nous allons cultiver, en choisissant les médiations où se transmet encore quelque chose, en choisissant les canaux de communication où quelque chose est communiqué. Et il ne manque pas, bien sûr. Certains sont d'actualité parce qu'ils sont là sous vos yeux, ils vous sont offerts comme des occasions singulières dans votre propre vie quotidienne. Et ce groupe, par exemple, en est certainement un parmi d'autres. Ici se vivent jour après jour l'expérience de ces médiations qui peuvent faire grandir votre pensée personnelle. Dans le groupe que vous pouvez partager ensemble, ce qui se joue profondément, c'est la capacité que vous pourrez avoir de structurer petit à petit une pensée qui soit la vôtre. Mais il y a d'autres médias qui sont d'une actualité qu'on pourrait dire plus atemporelle, peut-être bien plus actuelle que nos actualités ou que nos médias qui ne cessent de faire passer sur nos écrans quelque chose qui est aussitôt apparu et aussitôt périmé. Des médias qui sont d'une actualité qui ne varie pas avec les fluctuations de l'instant. Et ces médias, ce sont les livres. Les livres sont précisément les médiations par lesquelles nous pouvons trouver de quoi cultiver notre vie intérieure, notre propre pensée, notre propre liberté personnelle. Alors le monde de ces nouveaux médias, où les médias sont tout-puissants, où ces médias de la communication permanente ne cessent de saturer l'espace, le monde dans lequel nous vivons est aussi celui dans lequel il est devenu de plus en plus difficile de lire. Je suis sûr que vous l'avez vu, vous aussi. Notre période, notre temps est moins paradoxalement le monde des médias que le monde de l'immédiateté. En fait, ce qui se joue dans ces nouveaux médias, ce qui se joue dans ces nouvelles technologies, ce qui se joue dans ces petits médias que vous avez tous dans la poche, c'est moins une authentique médiation vers quelque chose de substantiel qu'une fascination pathologique parfois pour l'immédiateté et pour l'accélération du temps. Et dans le monde de ces nouveaux médias qui communiquent beaucoup mais qui transmettent si peu, il nous est devenu de plus en plus difficile de cultiver notre relation à ces médiations authentiques qui sont d'autant plus susceptibles de communiquer quelque chose de substantiel et d'actuel au sens le plus profond du terme, qu'elles sont aussi celles qui requièrent le plus d'attention de notre part, le plus de concentration, le plus de temps, le plus de patience, le plus de silence, le plus de distance. Cultiver ces médias véritables, cultiver l'expérience de ces médiations authentiques suppose précisément de faire un effort sur soi-même. Et on a l'habitude de se plaindre du monde. Et dans la question que vous posiez, il y avait déjà un petit écho de cette lamentation. Et comment penser par soi-même dans le monde des médias ? Les médias sont pénibles, les médias ne cessent de tout caricaturer, et surtout nous en particulier, et nous nous estimons très maltraités par le monde des médias dans lequel nous vivons. Mais la question qui est posée profondément en fait dans ce monde relativiste, dans ce monde marqué par une crise du langage, par une crise du sens même des mots, c'est la question de notre propre responsabilité. Penser par soi-même suppose aujourd'hui comme hier un travail véritable. Il ne s'agit pas de se défendre du monde extérieur, il ne s'agit pas de se défendre des médias, il s'agit de choisir les médiations que nous voudrons vraiment cultiver.
Et ces médiations que nous voudrons vraiment cultiver, il nous faut les cultiver dans la mesure où précisément, ce n'est que par le travail qu'elles nous imposent, ces médiations, qu'elles peuvent transmettre à notre propre conscience les moyens d'une pensée qui soit vraiment personnelle. Est-ce que nous prenons, et la question s'adresse à moi le premier, est-ce que nous prenons encore le temps de lire quotidiennement quelque chose qui nous permet d'échapper justement à cette frénésie, non pas des médias, mais à cette frénésie de l'immédiateté des médias qui les détruit de l'intérieur? Est-ce que nous prenons le temps de reconstituer les médiations qui manquent à notre temps? Et est-ce que nous choisirons de nous investir avec cet effort intérieur, avec ce souci de la vérité, dans le travail de la médiation? Et je terminerai très brièvement en rappelant cette intuition que j'ai si souvent entendue évoquée par le père Imbrecht, qui peut-être est derrière la porte, ou peut-être pas du tout. Je crois que nous partageons depuis quelques années cette préoccupation pour la manière dont les chrétiens se sentent concernés, ou le fait que les chrétiens, hélas, se sentent souvent si peu concernés par les métiers de la médiation, par le travail de la transmission, par les engagements professionnels qui mettront votre vie entière au service de cette exigence de vérité dont nous avons parlé ce soir. Et c'est facile de se plaindre, et nous avons d'ailleurs parfois bien raison de nous plaindre, et il est parfois normal de dénoncer les travers de ce monde marqué par une fascination de l'immédiateté qui l'éloigne du sens de la vérité et de ce qu'elle suppose d'effort. Mais si ce monde a quitté la relation à la recherche de la vérité, c'est peut-être aussi parce que nous l'avons quitté, ce monde. Et c'est peut-être parce que nous avons déserté le monde des médiations, parce que nous avons déserté le travail de la médiation, le travail de la transmission. Il y a si peu de chrétiens aujourd'hui qui s'engagent dans ce qu'on pourrait appeler les métiers de la parole, dans les métiers de la transmission, dans les métiers des médias précisément, pour y faire vivre ce souci de vérité qui nous anime et qui doit continuer de nous animer et que nous devons retrouver nous aussi avec une véritable exigence, avec l'exigence qu'elle impose. Alors je sais que je parle à des étudiants, à des jeunes professionnels, et si j'avais une seule chose à dire, peut-être c'est celle-là. Ce travail intérieur que nous ferons pour pouvoir cultiver une pensée qui soit vraiment libre, ce travail-là, nous n'avons pas le droit, puisque nous avons le chance de le vivre ici en particulier, nous n'avons pas le droit de ne pas en faire profiter d'une manière ou d'une autre le monde qui nous entoure. Nous n'avons pas le droit de laisser ce monde se construire sans nous. C'est ce que dit Bernanos dans les essais écrits de combat. Il a une formule assez étonnante qui dit « Chrétiens, vous dites que le monde vous manque, mais c'est vous qui manquez au monde. » Et c'est vrai que c'est un peu ce qui se passe. Et est-ce qu'il est normal que si peu de jeunes chrétiens s'engagent dans l'enseignement? Que si peu de jeunes chrétiens s'engagent dans les métiers de la culture? J'ai un très bon ami qui travaille comme rédacteur en chef de KTO. Il a un mal fou à trouver un JRI, un journaliste reporter d'images, qui soit chrétien, ou même de près ou de loin sensible au christianisme. Et c'est pas qu'il veuille faire de la reproduction doctrinale en recrutant quelqu'un qui lui ressemble, mais c'est vrai que quand vous êtes rédacteur en chef de KTO et que vous devez filmer des messes, c'est quand même plus pratique de recruter quelqu'un qui sait à peu près ce que c'est qu'une messe et qui a un peu le sens de la liturgie. Là, c'est très difficile. Qui d'entre nous est JRI? Qui est devenu journaliste reporter d'images? Il y a une vraie question de fond, vous voyez. Et ça, je le vis quand il m'arrive d'intervenir dans les médias. Vous voyez, je me fais souvent à moi-même cette réflexion, je fais souvent cette petite expérience de pensée, que quand vous rentrez sur un plateau de télévision ou sur un plateau de radio, vous savez par principe que tous les gens qui vous entourent, jusqu'au type qui tourne les boutons dans la régie, pensent le contraire de vous sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Et attention, je ne leur reproche pas. Au contraire, d'ailleurs. Ils sont un salaud de médias qui ne pensent pas comme nous. Bah, alors, et nous, on est où? Salauds de profs qui sont tous anticléricaux. Et les chrétiens, ils sont où alors? Eux, au moins, ont été enseignés. Eux, ils sont entrés précisément dans les médias où ils voulaient servir la construction d'un monde qui ressemble à ce à quoi ils aspiraient. Et ils ont eu parfois la générosité dont il nous est arrivé de manquer, parce que quand nous avons déserté ces métiers, bien souvent, ce n'était pas pour des raisons de fond, c'était pour des raisons qui nous faisaient ressembler, hélas, au calcul des sophistes qu'il nous arrive de critiquer. Quand nous avons choisi de fuir les métiers de l'enseignement, c'est souvent pour la raison purement, bassement matérielle que ça ne rapporte pas assez.
Et c'est vrai qu'on ne fait pas fortune en devenant enseignant. Mais il se trouve que c'est par ces médiations que nous pouvons servir le sens de la vérité. Et que si nous n'habitons pas ces médiations, si le sens de la vérité fuit le monde de la médiation, si le sens de la vérité laisse la place à la fascination de l'immédiateté, alors, par définition, le monde qui se construira ne peut pas ressembler à un monde qui corresponde à cette vérité, à cette justice que nous aspirons à servir. Et donc, oui, je crois que profondément, ce qui compte pour nous, c'est de redécouvrir le sens de notre propre responsabilité, de redécouvrir le sens de la vérité dans nos propres vies et le sens de ce qu'implique le fait de cultiver une pensée suffisamment libre pour qu'elle puisse s'approcher sereinement, autant que nous en serons capables, de ce trésor de la vérité. Et notre responsabilité ensuite pour aller faire partager au monde cette parole animée par le désir d'une vérité, cette parole que nous avons reçue et que nous avons reçue précisément du seul et unique véritable médiateur, qui est le Christ, c'est-à-dire de celui qui fait l'intermédiaire, le chemin, la voie, la vérité et la vie, pour être la rencontre de notre vie avec la vérité à laquelle nous aspirons. Redécouvrir cela, c'est peut-être ce qui pourra ébranler, et j'espère transformer le sens de nos vies, et peut-être aussi, d'une certaine manière, le service que notre génération pourra remplir pour demain. Merci infiniment pour votre attention.